Rencontre de Cannes autour de la thématique de la confiance. On reçoit Anne Brucy, qui a été longtemps journaliste à Radio France et qui est aujourd'hui directrice CNRS Images. Bonjour Anne Brucy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous redescendez à l'instant d'une table ronde autour de la confiance des citoyens, des lecteurs, des téléspectateurs, des internautes, du public et donc des citoyens avec leurs propres médias. Vous avez été longtemps responsable, vous avez occupé un certain nombre de postes à Radio France, donc le service public. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui quand on est journaliste, lorsqu'on travaille pour le service public et lorsqu'on travaille pour un média privé? Est-ce qu'il y a une vraie différence? Parce que quand je rencontre, moi, par exemple, les jeunes, je n'ai pas toujours l'impression que dans la tête de certains, on fasse la différence entre le service public, ses missions, et un média dit classique tenu par des capitaux privés. Oui, alors c'est ça la grande question, puisque le privé, comme le disait Patrick Lelay, qui était président de TF1, disait que TF1, c'était vendre du temps de cerveau disponible aux téléspectateurs pour qu'ensuite ils puissent... aux annonceurs, en fait. Voilà, pour qu'ensuite ils puissent vendre de la pub aux annonceurs. Alors la télé publique, c'est normalement, et la radio publique, la mission de service public est de s'adresser aux téléspectateurs et aux auditeurs sans attendre de retour de recettes publicitaires. Et donc de ce fait, la mission de service public, c'est faire une mission de l'offre, offrir des programmes que normalement les téléspectateurs et auditeurs n'auraient pas cherché à trouver parce qu'ils ne les connaissent pas, et que la télé et la radio privée, c'est la télévision et la radio de la demande. On sait qu'un tel aime ça, on lui met telle musique, telle petite série, de sorte qu'il regarde et qu'il soit de plus en plus nombreux. Puisque l'information devient finalement un produit, un objet donc à mettre en exergue avec tous les contours du marketing pour pouvoir la vendre donc à un public, et peut-être une information qui est faite de faits, de recul, d'analyse, de perspective, qui devrait être l'apanage donc du service public. Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, on a quand même le sentiment que lorsque l'on parle aux Français, aux citoyens français, ils ne font pas vraiment la différence. En tout cas, on sent qu'il y a cette défiance qu'on a vers les journalistes. Elle touche à la fois les gens du service public et les gens des médias dits classiques. Comment se fait-il qu'il y ait cet amalgame? Parce que sur le terrain du contact avec les téléspectateurs et avec les auditeurs, il y a une concurrence. Et donc, le service public veut concurrencer les chaînes commerciales. France 2 veut concurrencer TF1, France 3 veut concurrencer France 2, et c'est la même chose sur France Inter qui veut concurrencer Europe 1, RTL, etc. Alors, il y a des petites niches qui sont Arte, d'une part, pour la télévision, qui sont France Culture pour la radio, mais effectivement, il y a toute une réflexion à entamer sur les médias populaires, généralistes de service public, afin qu'ils gardent leur mission sans céder à toutes les sirènes de la publicité. Alors je sais, Anne Brucy, que vous êtes aussi très sensible à la question de la composition des rédactions, avec les nouvelles générations évidemment, pour trouver une espèce d'amalgame entre les anciens, enfin les générations précédentes et les nouvelles générations, et puis aussi évidemment une composition sociologique qui pourrait être représentative, entre guillemets en tous les cas, qui essaierait de trouver une espèce de représentativité de finalement de toute la sphère public, avec des gens venant de tout horizon, de façon à ce qu'il n'ait plus une homogénéité, mais une hétérogénéité pour décrire la situation française. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui les grands médias pour justement rafraîchir, redynamiser leur rédaction avec peut-être une population nouvelle qui pourrait peut-être être avec une synchronisation beaucoup plus moderne qu'elle ne l'est aujourd'hui? Alors, il ne faut pas confondre deux choses, la représentativité et la représentation. Pour ce qui est de la représentativité, il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans chaque média public et d'ailleurs privé, les conseils de la diversité. Et donc chacun a sa caution de diversité. Il y a Harry Roselmack pour TF1 et il y a aussi pour France 2, pour France Inter, des cautions de la diversité, que ce soit les communautés immigrées, que ce soit les femmes, pour cette représentativité. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà de cette représentativité, il y ait la représentation de la population qu'on est censé représenter. C'est-à-dire que les médias sont aujourd'hui dans un petit microcosme médiatico-politique et il y a des angles morts
de la population française. On ne voit les banlieues que lorsque il y a des... Voilà. On ne parle pas des banlieues dans ce qu'elles ont de tout à fait positif. On ne voit pas les régions comme on devrait les voir. On les voit avec une sorte de caricature. On voit le couscous, pas le couscous, on voit la flamme-cuche en Alsace, on voit le cassoulet à Toulouse, et on oublie de dire que dans les régions, il y a autre chose que ça. Il y a une fierté et il y a aussi une industrie, il y a des gens qui bougent. Et donc c'est dans le regard. Il y a non seulement la représentativité dont vous parliez, mais la représentation. Et cette fonction miroir, qui doit être une des fonctions du service public de l'audiovisuel, n'est pas aujourd'hui aboutie. On ne voit que toujours les mêmes politiques, les mêmes experts, et ça fonctionne en vase clos, ce qui explique le décalage entre la bulle politico-médiatique parisienne et le reste du monde, le reste de la société. Est-ce que c'est ce qui explique la défiance aujourd'hui des citoyens français vis-à-vis finalement des médias qui sont vus comme étant très très proches finalement de la classe politique qui, elle, a une image vraiment désastreuse? Alors, il y a tout ce dont vous parlez qui est de l'ordre de la connivence. Donc cette connivence entre politique et médias, puisque les politiques ont intérêt à être en connivence avec les médias pour passer le plus souvent à la télé, et les médias ont intérêt à être en connivence avec la politique pour avoir les infos et pour, à l'alternance suivante, être bien placés. Mais je voudrais vous alerter sur ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Mais le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, les médias sont avec des usages totalement différents, avec ce qu'on appelle les médias conventionnels comme la télé et la radio dont nous venons de parler. Mais il y a la génération Y et la génération Z qui consomment aujourd'hui les médias de manière autre. Les médias conventionnels, on les consomme, je dirais, au menu. On prend ce que nous offre France 2, France 3. On ne peut pas interagir. En fait. Voilà. Ouais. Et on les prend dans l'ordre où ils nous les proposent. Et aujourd'hui, la génération Y et la suivante, la génération Z, va chercher par rapport au sujet qu'ils veulent traiter. Et donc, cette fois, c'est à la carte. Et donc là, on rentre dans les médias sociaux, dans le web. Et là, il y a un ennemi beaucoup plus grand et qui pourrait et doit poser la question de la confiance. Ce sont les algorithmes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le web est régi par rapport à des algorithmes. Quand vous cherchez quelque chose sur Google, vous avez votre algorithme qui est en train de se faire et vous avez ensuite une bulle algorithmique, un univers. Et aujourd'hui, ces algorithmes sont en train de fragmenter la population, de faire en sorte que moi, je ne vois que les gens que j'aime bien dans mon... Qui me rassurent dans mon idéologie, dans mes idées, dans ma vision du monde. Voilà. Et cette fonction, au-delà du miroir, mais celle du lien social, est aujourd'hui en danger. Et M. Trump, futur président des États-Unis, a rencontré les GAFA, qui sont ces opérateurs des médias sociaux, les Google, Apple, Amazon et Facebook. Et aujourd'hui, l'enjeu pour la confiance dans les médias de demain, et d'aujourd'hui aussi sur les générations des jeunes, c'est détenir le système algorithmique. Et donc, on change complètement de paradigme. Et donc là, c'est plus qu'un enjeu en fait pour la profession de journaliste dit classique, mainstream. Oui. C'est presque un nouveau métier, une nouvelle façon de faire face, ou en tous les cas d'intégrer aujourd'hui ces nouvelles techniques à nos pratiques qui ont quand même donné des résultats majeurs depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est en fait, est-ce que nous sommes prêts en tant que journalistes? Est-ce que nous avons anticipé tout ce qui se passe, ou est-ce que nous devons courir après une situation technologique qui va peut-être un peu trop vite pour nous, avec les moyens que nous connaissons dans les médias dits classiques? Deux réponses à votre question. La première, c'est sur le savoir-faire. Donc il faut qu'effectivement une radio puisse se mettre sur le net et offrir son programme en podcast sur le net. Même chose pour la télévision. Même chose pour la presse écrite, dont les lecteurs sont en érosion. Et donc ça, c'est du savoir-faire. Mais il y a autre chose que la profession journaliste n'a pas comprise, et je suis de cette profession-là, c'est qu'il faut se remettre en cause, cette fois, sur le savoir-faire de l'écriture, de la déontologie journalistique. Aujourd'hui, ces générations Y et Z consomment tout partout et n'ont pas les moyens de savoir s'il s'agit de l'information labellisée par un journaliste avec des sources qui sont recoupées, ou
d'avoir de l'information qui provient d'un site de propagande. Et c'est là où est l'enjeu. Et c'est arriver à ce que les journalistes arrivent à créer, par rapport aux chartes de déontologie, de faire un label de qualité qui permette aux internautes de demain et d'aujourd'hui de dire ça c'est labellisé journaliste. Oui, donc la confiance peut être Et là. c'est là qu'on peut rétablir la confiance, mais aujourd'hui elle n'y est pas. Merci beaucoup Anne Brucy d'avoir échangé avec nous en quelques instants. Donc, c'est les enseignements que vous tirez de votre pratique et j'imagine que de toute façon nous nous reverrons pour poursuivre ça puisque, qu'on le veuille ou non, la profession de journaliste est devant un chantier énorme et quand on est optimiste et quand on a foi en l'avenir, c'est quelque chose qui doit être enthousiasmant et non pas justement perturbant puisque on ne peut rien contre la modernité et ça c'est très important. Merci beaucoup Anne Brucy d'avoir répondu à nos questions. On poursuivra bien évidemment nos différentes rencontres dans le cadre des rencontres de Cannes qui, je vous le rappelle, sont organisées autour de la thématique de la confiance.